Eh bien, on va continuer. 13h17, bienvenue ici sur l'Agora. Réintégrer l'eau comme clé de notre résilience collective. On va parler de ce sujet-là dans quelques minutes. Alors, quand on parle de climat, bien sûr, on pense spontanément CO2, énergie, température et beaucoup moins d'eau. Pourtant, c'est le dérèglement du cycle de l'eau que nous ressentons le plus directement les changements climatiques. Sécheresse de l'air, nappes qui ne se rechargent plus, les pluies diluviennes. Voilà, deux mots qui sont souvent utilisés ensemble maintenant. Quand on regarde la télé, c'est souvent pluie diluvienne. Ça ne va pas tout seul. Inondation à répétition. Eh ben, notre invité va nous rappeler que l'eau est une signature de nos modes de vie. C'est son expression, une signature de nos modes de vie. Artificialisation des sols, agriculture, urbanisation, gestion des rivières, bref, tout est dit. Pendant des années, les politiques climatiques se sont concentrées sur l'énergie en oubliant l'eau alors qu'elle conditionne et nourrit notre alimentation, notre santé, nos villes et nos paysages. Ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce que nous allons chercher ensemble avec notre invité. Pourquoi regarder l'eau comme une signature de nos modes de vie ? Comment et pourquoi nous avons oublié l'eau dans les grands récits climatiques toujours centrés sur l'énergie, malheureusement. Alors, quels sont les défis prioritaires pour nos villes et comment les acteurs du paysage peuvent réintégrer l'eau au cœur des aménagements ? Nous allons accueillir l'hydrologue Emma Aziza. Je pense que le micro fonctionne. Alors, Bonjour. Emma, tout d'abord, j'ai une question. Alors, j'ai travaillé le sujet, forcément. J'ai découvert toutes les vidéos sur toi sur les réseaux. Mais j'ai une question très simple. C'est quoi un hydrologue ? Alors, un hydrologue, c'est quelqu'un qui travaille sur le cycle de l'eau et qui va chercher à comprendre en fait la manière dont il se dérègle, la manière dont, quand les pluies vont tomber, finalement, elles vont arriver au sol, quel va être le chemin prépondérant qui va être suivi et comment finalement tout ça va s'agencer ensemble. Donc, moi, j'essaye d'amener l'hydrologie peut-être à sortir un peu de son terrain de jeu habituel pour aller faire des ponts avec tout, parce que quand on est hydrologue, eh bien, on s'intéresse aussi un peu à la géopolitique mondiale, parce que travailler sur les questions d'eau, c'est travailler aussi sur la géopolitique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 3 étages qui se jouent dans les enjeux et les conflits mondiaux. On a premièrement des cours d'eau, des fleuves qui traversent des frontières, mais on a aussi des nappes qui sont situées dessous. Et parfois, certains vont essayer de prélever d'un côté de la frontière et ça va avoir des conséquences de l'autre côté. Et maintenant, on a un autre enjeu qui se met en place, c'est le fait d'aller voler des nuages. Et donc, à l'échelle de la frontière, on va essayer d'ensemencer artificiellement des nuages d'un côté de la frontière pour faire en sorte que cette humidité ne traverse pas la frontière et qu'on récupère l'eau pour soi. Donc, travailler sur le cycle de l'eau, c'est donc de la géopolitique. C'est bien sûr aussi de l'urbanisme, c'est aussi se poser la question du paysage, de nos territoires, de comment les rendre résilients, comment redonner ce chemin à l'eau. Et finalement, tout ça, ça va être en fonction de la manière dont le territoire est composé. Et puis, ça nous permet d'aller nous balader un peu partout. C'est des questions de chimie de l'eau, c'est des questions humaines, de migration, parce qu'on nous parle souvent de migration climatique mondiale, mais il faut savoir qu'en réalité, les premières migrations qu'on a aujourd'hui dans le monde sont liées directement aux sécheresses, au manque d'eau ou aux pollutions. Et c'est des choses parfois auxquelles on ne pense pas. Donc l'hydrologie, ça mène à tout. Voilà. Alors, lorsqu'avec les équipes de Paysalia, on a réfléchi ce sujet de l'eau, on a dit, Franck, tu vas nous faire un truc avec une hydrologue, on va parler de l'eau. Ouais, de l'eau. Mais en fait, le sujet est simple, mais il est tellement compliqué. Et j'ai plein de questions, Emma. J'ai plein de questions, mais j'en ai une première, un peu ouverte. On en est où au niveau de l'eau ? Alors, c'est un vrai sujet parce que, surtout quand on fait face à des années plus pluvieuses, on a tendance à oublier les années 2022 et 2023 qui ont marqué la France. Il faut bien avoir en tête que 2022, c'est plus de 1300 communes qui vont être en rupture d'alimentation en eau potable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau dans les robinets dans 1300 villes en France. Et ça, c'est vraiment un scénario qu'on n'imaginait pas du tout. On a vécu une sécheresse extrême. Je ne sais pas si vous vous rappelez du lac de Serponçon qui était descendu de 17 mètres de hauteur. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'eau, c'est comme un peu une peau de chagrin. Quand elle se réduit, ça va venir attiser toutes les économies qui vivent autour de cette eau. Donc, si je prends le lac de Serponçon,
À la base, c'est une zone dans laquelle il va y avoir une activité touristique très forte. Une partie de la population qui vit de ce tourisme l'année et qui se retrouve mise à défaut, mais en fait, c'est un barrage hydroélectrique. Donc, en fait, se cache derrière une question énergétique. Et puis ensuite, derrière, à l'aval, on va distribuer cette eau à des villes. Donc, ça veut dire qu'il y a des villes qui dépendent de cette eau. Et puis, on a aussi l'agriculture qui va en dépendre. Donc, en fait, on voit à quel point tous ces milieux vont complètement se mêler et il va y avoir des tensions qui vont commencer à naître. Et la question, ça va être de qui va prendre l'eau et qui va y avoir droit par rapport à l'autre. Et c'est une question qu'on a beaucoup vue parce que, en fait, on pensait que la France était un pays tempéré et qu'il n'y aurait vraiment pas de sujet. Et on est en train de se rendre compte que les cristallisations, elles existent, elles montent en puissance, à l'image des crises des bassines qui ont nourri tous les médias en France. Et on a dit tout et son contraire. Et parfois, on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer, comprendre finalement ce qui se passe. Alors que c'est assez simple. La logique, c'est qu'on a ce qu'on appelle des retenues collinaires en France qui permettent de récupérer les eaux de ruissellement et de faire des petits barrages qui vont ensuite écouler cette eau avec un effet retard pour justement tenir pendant la période estivale. Mais il y a des territoires qui sont totalement plats, qui n'ont absolument pas accès à ces pentes, qui ne peuvent pas récupérer de l'eau. Et donc, eux, ils se retrouvaient de plus en plus confrontés à des alertes de niveau crise en sécheresse en France. Il faut bien comprendre qu'au début des années 2000, il y avait à peu près 2% du territoire qui, durant l'été, passait en niveau de crise, alors que depuis 2017, c'est quasiment 90% du territoire français. Chaque été, au 1er septembre, quand on finit l'été, vous avez 90% qui est en rouge. Et quand on est en rouge, on a l'interdiction d'irriguer, on a l'interdiction maintenant d'arroser son jardin. Donc, c'est des vrais sujets aujourd'hui aussi derrière de réflexion paysagère qu'on va devoir entamer parce qu'on a une espèce de bascule qui se joue et qui est très récente sur la France. La bascule, elle a commencé en 2017. C'est-à-dire que jusque-là, les températures ont continué à augmenter, mais en fait, c'est comme si la température, comme une fièvre, en fait, s'était absorbée par le territoire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de conséquences directes visibles. Et c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a commencé à voir qu'on s'est retrouvé pendant 10 mois sans pluie. Et en 2018, moi je me rappelle, parce que je traitais de ces sujets sur une sécheresse historique en France, on était fin décembre, et en une semaine, on a changé de sujet, et on est passé au sujet des inondations, et il y a eu de la pluie, il y a eu du trop d'eau. Et en fait, on s'est dit, finalement, cette sécheresse, c'est un peu comme toutes les sécheresses qu'on a connues sur nos territoires avant, on en a toujours eu, on en a toujours connu, finalement, on est tranquille, l'eau est revenue. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en 2018, l'eau va trop revenir parce qu'on va avoir une crue de la Seine et on va avoir toute la France qui va être arrosée, sauf les Pyrénées-Orientales et l'Aude, qui vont continuer, elles, à avancer vers un état de sécheresse. Et en fait, on se rend compte que on va avoir de la pluie pendant l'hiver et de la pluie pendant le printemps. Et en général, nous, on s'appuie là-dessus pour se dire on est tranquille pour l'été. Sauf qu'on est finalement dans un pays et dans un monde qui est en train de se réchauffer. C'est-à-dire que quand on prend les températures quotidiennes, on voit qu'il y a une augmentation linéaire permanente des températures. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas depuis le début des années 90. La France se réchauffe 20% plus rapidement que la moyenne planétaire et l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est plutôt l'hémisphère nord qui est en train de se réchauffer actuellement. Et donc, on le voit directement sur cette bascule chez nous. Soit on se retrouve avec des situations de dépression qui rentrent sur la France et qui permettent ensuite de recycler ce cycle de l'eau dans la France et qui permet ensuite, derrière, quand on a des pluies à Brest, ça permet d'avoir des pluies à Strasbourg. Soit vous avez des situations anticycloniques et au lieu de gagner de l'eau, on va perdre de l'eau très rapidement en fonction de la manière dont on a laissé les territoires. Et donc, plus les territoires ont perdu leurs zones humides, plus les territoires sont bétonisés derrière, moins on a ce végétal ou cette forme de paillage qui va protéger l'évapotranspiration, plus les territoires vont être soumis à une très rapide évapotranspiration. Et donc, en 2018, ça s'est vu comment ? On a eu 3 semaines de canicule et en l'espace de 3 semaines, on a basculé dans une sécheresse historique au mois de juillet. Une sécheresse historique pire que l'année précédente où il y avait eu 10 mois sans pluie. Donc, quand on commence à comprendre ça, on comprend qu'en fin de compte, on parle maintenant de sécheresse éclair. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau qu'on n'avait pas en tête. On parlait des crues éclairs méditerranéennes.
Mais en fait, on voit que les systèmes de bascule sont très rapides et très violents. Et en fait, on a bien vu qu'en 2019, on commençait à avoir des départs de feux de champ. Ça, c'est des trucs impensables en Picardie. D'ailleurs, que des territoires où on n'imaginait pas du tout confrontés à des températures extrêmes. On le voit bien, on accumule aujourd'hui. On a eu 42 degrés à Paris en 2019, 46 degrés dans le Gard. On a dépassé les 40 degrés ensuite sur la Bretagne quelques années après. Donc, on voit qu'en fait, les températures, elles montent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on a des bascules très rapides et très violentes. Et puis, il y a des territoires qui sont un petit peu hors sol, qui passent à côté de toutes les traînées pluvieuses qui peuvent arriver quand on a des rivières atmosphériques qui traversent le territoire. Et en l'occurrence, c'est plutôt les Pyrénées-Orientales et l'Aude qui se retrouvent quelque part à la limite, à un cheveu, face à un mur. Là, au moment où je vous parle, j'ai analysé la situation encore hier soir. On a 90% des nappes du territoire des Pyrénées-Orientales qui sont en dessous du niveau de crise maximale. Donc, on n'a pas encore commencé l'été. On amorce le début de l'hiver. Et c'est vraiment les 3 prochains mois qui vont conditionner ce qui va se passer. Parce que la période de recharge des nappes démarre au mois de décembre et se termine le 15 mars. C'est-à-dire que toutes les pluies qui tomberont après, elles arriveront sur les plantes, les végétaux, elles vont créer le printemps, mais finalement, elles ne vont rien recharger. Donc voilà un peu le défi auquel on est soumis. Et je crois que c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Et juste peut-être pour terminer, il y a des grandes actions qu'on peut mener à l'échelle territoriale, et je pourrais en reparler du rôle, bien sûr, des forêts, du rôle des massifs, mais et on ne va pas venir, avec notre petit jardin, réussir à contrer la déforestation mondiale actuelle, ça c'est sûr. Mais par contre, ce que l'on ne sait pas souvent, c'est qu'en fait, on peut modifier le cycle de l'eau avec des toutes petites parcelles. C'est-à-dire que les effets de succion sur le cycle de l'eau qu'on va créer par l'évaporation qu'on va générer en fonction des types de sol, en fonction des végétaux, et la condensation qui va se passer va venir localement faire chuter la pression atmosphérique et va attirer en fait les vents qui vont attirer massivement la vapeur d'eau et qui vont recréer de la pluie. Donc en fait, on n'a pas conscience à quel point localement on peut vraiment agir massivement sur justement ce cycle de l'eau. Eh bien, vous avez bien planté le décor, pour ne pas dire plomber le décor. Bien. Alors, pour donner un petit peu à nos invités le périmètre de votre intervention, Emma, je rappelle que vous êtes hydrologue, chercheuse, docteur de l'École des mines de Paris, experte en adaptation climatique, spécialiste des risques liés à l'eau et au changement climatique. Alors, vous militez pour remettre l'eau au centre de nos choix de société et vous dites qu'il faut regarder l'eau comme une signature de nos modes de vie. Ça veut dire quoi ? Alors déjà, je ne suis pas sûre de militer, parce que militer, ça veut dire faire la guerre. L'engagement est un peu fort. Et je crois qu'on n'a plus besoin de ça. Je pense qu'il faut embarquer, il faut qu'on soit de plus en plus à comprendre les défis qu'on a devant nous. Et c'est super important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on n'a que des oscillations émotionnelles entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont là, ceux qui sont là-bas. Et en fait, on ne sait plus trop où aller. Moi, je l'ai vu avec la crise des bassines. Si on regarde la question, par exemple, des bassines, vous aviez les pour et vous aviez les contre. La réalité, c'est que vous mettez en fait un trou, vous creusez du plastique, vous allez pomper la nappe tant qu'elle est disponible et vous la videz avant qu'elle ne soit plus accessible, puisque finalement, à partir du 15 mars, on va commencer à avoir des arrêtés de sécheresse, donc elle sera interdite en pompage. Et en fin de compte, vous la récupérez pour vous et vous faites de l'eau croupissante qui va développer des matières organiques, qui va développer des salmonelles, des cyanobactéries et des algues. Et donc, j'ai participé à l'Assemblée nationale justement à une enquête, une analyse. On s'est rendu compte qu'il fallait même décolmater les pompes qui ne marchent plus au bout de quelques semaines, tellement il y a des développements algaires et il faut envoyer des plongeurs pour vous montrer à quel point on ne va pas dans le bon sens. Mais si on y va, c'est parce qu'on est dans une situation de crise et qu'en réalité, eh bien, certains pensent que c'est la solution parce que pour pouvoir gagner des marchés, on leur impose qu'ils aient une bassine. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est à l'heure où il faut déjà comprendre tout le monde. C'est super important. Essayer de comprendre ce qui se cristallise. Essayer d'avoir cette voie du milieu qui apporte une réponse pragmatique et qui dit non, ce n'est pas cette solution, mais venez, il y en a d'autres et on va peut-être les mettre en place. Et du coup, j'ai oublié la question. C'était quoi? Non, l'eau comme une signature de nos modes de vie, oui. Ça veut dire quoi en fait? Alors, l'eau comme une signature de nos modes de vie, eh bien, il y a plusieurs questions dedans. C'est-à-dire que tout ce que l'on consomme,
tout ce que l'on fabrique va finir à un moment donné dans nos rivières. Et nous, on est capable de voir en fait comment fonctionne une ville, ce qu'elle consomme à partir de l'analyse de l'eau. Et alors déjà, je peux en parler sur le plan hormonal, par exemple, le fait que les femmes se soient mis à prendre la pilule depuis les années 70, eh bien, on a des quantités d'œstrogènes et de progestérone qui sont relâchées dans les cours d'eau. Et depuis plus de 20 ans, on a des problèmes de féminisation de tous les poissons dans les cours d'eau qui ne se reproduisent plus. C'est des vrais enjeux stratégiques. Donc ça, c'est pour les hormones. On consomme des antibiotiques massivement. Donc en fait, on est tous dopés souvent. Les antibiotiques, c'est peut-être pas automatique, mais en tous les cas, on a encore ce réflexe. Et tout ça se retrouve aujourd'hui dans nos cours d'eau avec des questions d'antibiorésistance, très important. Et puis ensuite, on a bien sûr tout le milieu industriel. On y a tous nos rejets, c'est-à-dire que plus vous allez manger derrière, dans votre microbiote, derrière des éléments qui vont être industriels, avec des pesticides, avec des enjeux, etc., eh bien, plus tout ça va finir dans la rivière. Et en fait, les stations d'épuration n'épurent pas tout. C'est un leurre que d'imaginer que ce soit possible. Et en fait, ce qui passe dans notre organisme finit dehors. Donc, c'est pour ça que je dis que, effectivement, à travers une lecture qu'on peut faire du cours d'eau, on va comprendre ce qui s'est passé dans la ville au-dessus. Mais cette eau, elle va arriver ensuite un peu plus à l'aval. Et on va la récupérer souvent, en grande partie, pour la distribuer, pour la renettoyer, mais pour la distribuer ensuite, l'eau de rivière, dans les robinets, qui finira encore un peu plus à l'aval. Donc, plus on est situé à l'aval du cours d'eau et vers l'exutoire, plus derrière, on peut se poser quand même quelques questions sur la qualité de son eau. Donc, en tous les cas, on a des défis énormes. Et un autre point, l'eau, c'est le solvant universel. C'est-à-dire que l'eau récupère tout ce qui passe sur son passage. Alors, quand elle passe, cette eau, dans des milieux souterrains, avec des minéraux, eh bien, elle va s'enrichir en magnésium, en calcium, et c'est ce qui va donner nos eaux minérales. Mais par contre, eh bien, quand cette eau minérale se retrouve dans une bouteille en plastique, elle va s'enrichir du plastique environnant et on va se retrouver en moyenne avec 270 000 nanoparticules de plastique dans 1 litre qui traversent la barrière intestinale, qui traversent ensuite la barrière cérébrale. Et donc, en fait, on n'a pas conscience à quel point l'eau, si elle nous nettoie, c'est parce qu'elle prend avec elle tout ce qu'il y a sur son chemin. Et donc, on l'utilise pour tout. On l'utilise comme solvant, c'est-à-dire qu'elle va nettoyer, mais on l'utilise aussi parce qu'elle a des capacités calorifères, c'est-à-dire que l'eau, elle réchauffe, elle refroidit. Et c'est pour ça que derrière, une grande partie de l'eau est utilisée à des fins parfois dont on n'a absolument pas conscience. Je vous donne juste un chiffre pour que vous compreniez. 52% de toute l'eau qui passe dans nos cours d'eau et nos fleuves en France passe dans des tuyaux pour refroidir des centrales nucléaires. Et elle ressort avec 3 à 10 degrés de plus. Et on utilise entre 10 et 12 produits chimiques sur son chemin qu'on tente de nettoyer avant de la remettre en eau. Tout ça pour vous dire que souvent, les questions énergétiques, ça a été dit, vous l'aviez dit tout à l'heure, sont vraiment les questions qu'on se pose sur les questions climatiques. Derrière les questions énergétiques, c'est avant tout des questions d'eau qu'il va falloir se poser, du milieu naturel, de ce qu'on va laisser, et de la manière dont on va respecter ce cycle de l'eau. Voilà. C'est étonnant cette histoire avec les poissons et les oestrogènes. Là. Vous m'avez bluffé, là. Ça fait peur. Bah pourtant, c'est ça réel. fait peur. Il suffit de regarder. Maintenant, vous avez ChatGPT. Je ne peux plus dire de conneries. Hein. Derrière, vous allez vérifier en 2 secondes. Ah non, mais on vous croit, on vous croit, on vous croit. Regardez féminisation des poissons et vous verrez. Bien, ça ne nous touche pas encore, les humains, ça va? Je ne sais pas. Bien, encore d'autres exemples, Emma, entre nos pratiques et la façon dont l'eau se comporte? Alors, nos pratiques et la manière dont l'eau se comporte. Ouais. Alors, effectivement, il y a un vrai enjeu. Et alors, c'est peut-être un peu à l'écart du rôle du paysager, mais je vois des choses qui se mettent en place dans la manière dont tout est en train de bouger. Et en fait, on est un peu persuadé. Je vous donne un exemple pour être clair. Jusque-là, la vigne, on ne l'arrosait pas, on ne l'irriguait pas parce qu'elle n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, quasiment tous les vignobles sur le pourtour méditerranéen sont irrigués. Et souvent sont irrigués avec l'eau qu'on va aller récupérer dans le Rhône. Et on a l'impression que cette eau du Rhône, on la récupérera et finalement, on peut l'utiliser, qu'il n'y a aucun sujet. Il faut savoir que c'est cette eau du Rhône qui vient alimenter aussi les rizières en Camargue. Ah oui, un peu plus bas. Donc, largement plus bas et dans une zone désertique où, en fait, pour avoir une rizière, il faut 20 cm d'eau en continu. Donc, c'est des vrais sujets avec un flux évaporatoire massif. Donc, on a des gros tuyaux comme ça qui arrivent du Rhône.
Et puis, comme il y a de plus en plus de sécheresse, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de cette eau sur leur chemin. Mais le Rhône, c'est aussi des centrales thermiques et nucléaires, c'est aussi des industries. Je parle de ça puisque je suis à Lyon, donc du coup, j'en profite. Et donc, en fait, on est persuadé que le Rhône va alimenter tout et tout le monde. J'étais à Barcelone la semaine dernière. En fait, Barcelone a été alimentée en eau pendant la sécheresse avec l'eau du Rhône, par cargo. Et pourtant, à l'amont, on a jusqu'à 90% d'effondrement de tous les systèmes d'enneigement de la tête en fait, du bassin versant du Rhône, qui se trouve plutôt en Suisse. Donc en fait, on a moins d'alimentation en amont. On sait qu'on a des débits moins importants. Et les gens continuent en fait à prélever partout. Et tous ceux qui avaient des terrasses étagées qui permettaient d'avoir leur propre puits et qui se sont retrouvés à sec en 2022-2023, ils viennent taper dans la plaine alluviale du Rhône, c'est-à-dire dans la nappe qui accompagne le Rhône. Et tout le monde se met à utiliser le Rhône. Et ce qui est fou, c'est que en fait, on n'a pas compris une chose qui est essentielle, parce que souvent, moi j'entends sur les plateaux télé, on me dit oui, mais regardez, cette eau, elle passe devant nous, autant l'utiliser. Il y a la sécheresse derrière, laissez-nous la prendre, on en a besoin, et souvent les agriculteurs. Et ce que je comprends, sauf qu'en fait, on n'a pas compris un élément, c'est que cette eau douce qui vient se jeter en mer, elle a un rôle clé. Et en fait, si vous n'alimentez pas assez en quantité d'eau douce le débit qui va se jeter dans l'exutoire, vous n'avez pas assez de poussée par cette eau douce, eh bien vous faites remonter le biseau salé, vous faites remonter l'eau salée. Et l'eau salée aujourd'hui remonte jusqu'à Arles. Et donc on a des contaminations de nappes qui alimentaient les cours d'eau jusque-là et qui aujourd'hui sont un vrai défi. C'est-à-dire que partout où on ne laisse pas assez d'eau douce partir, eh bien l'eau salée remonte. Et je crois qu'il faut se poser ces questions parce qu'on n'a pas compris à quel point on est garant de toute cette eau qui tombe sur nos territoires. Et pour ça, eh bien, il va falloir comprendre la manière dont fonctionne ce cycle de l'eau. Et qui de mieux que finalement tous ceux qui travaillent sur ces territoires pour pouvoir justement accueillir cette eau, la restituer, eh bien, il faut la restituer avec un effet retard. C'est-à-dire que quand on a un cycle de l'eau qui s'accélère, il faut le freiner. Et le cycle de l'eau ne s'est pas toujours accéléré en France. Dans les années 70 et 80, eh bien, il faut savoir que le cycle de l'eau s'est freiné. Il a tellement freiné qu'en fait, on a eu moins d'inondations. Et alors, pourquoi est-ce que ça s'est freiné ? Parce qu'on a eu la révolution industrielle en France, les 30 glorieuses. Et en fait, on a émis tellement de particules de pollution dans l'air, en suspension, qu'en fait, ça a créé une sorte de couche. Et cette couche fait que ça a refroidi l'atmosphère. Et donc, en fait, le cycle de l'eau est reparti en arrière. Et il est remonté par toutes nos émissions actuelles et la manière dont on gère aujourd'hui l'atmosphère. Et donc, aujourd'hui, il est en train de dépasser tout ça. Donc, de toutes les façons, l'inertie thermique fait que le défi est devant nous parce que ça va continuer. Ce qui est monté depuis les années 90 va encore poursuivre. Par contre, on peut réussir à jouer intelligemment avec le cycle de l'eau. Premièrement, en lui donnant le plus long chemin possible quand elle arrive sur le sol. Donc, sur 100% de pluie qui tombe, le 2/3 repart dans l'atmosphère. Il y a à peu près 26% qui ruisselle, qui finit dans les cours d'eau et dans les fleuves. Et il y a à peu près 9% dans un territoire normal, dans un sol parfait, qui pénètre et qui rejoint la nappe. Mais si vous lui donnez le plus long chemin possible, eh bien derrière, vous pouvez monter à 20 à 30%. Et c'est vraiment la garantie de la manière dont on va gérer la résilience demain. C'est-à-dire que, clairement, si vous travaillez, il y a des techniques qu'on appelle le K-Line Design. J'ai vu qu'il y avait plein de livres ici d'agriculture régénérative, etc., qui permettent de comprendre ce cheminement de l'eau. Eh bien, en jouant sur le tracé et en lui donnant le plus long chemin, on va réussir à laisser l'eau s'infiltrer et donc on va retrouver la verticalité à l'intérieur des sols qu'on a perdus. Et ça, c'est le plus grand défi et ça se joue à la parcelle. Et je peux vous assurer que je vois des exemples partout dans le monde. Quand vous travaillez à la parcelle intelligemment et que vous récupérez le maximum d'eau, vous allez le restituer avec un effet retard et vous allez jouer sur toute la micrométéorologie locale. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Voilà. Je ne sais pas vous, chers auditeurs, je ne pensais pas que ce sujet de l'eau allait être aussi passionnant. Je suis assez bluffé. Emma, tout à l'heure, vous avez abordé l'histoire des centrales qui bornent le Rhône dans notre vallée. On a pensé énergie avant de penser eau. Alors, qu'est-ce que ça a changé ?
Bah, ça a changé le fait qu'on ne s'est absolument pas posé les bonnes questions et qu'on a cru que le cours d'eau, finalement, serait éternel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on pourrait toujours pomper dedans. Et je crois qu'on est en train d'arriver à la limite. Si vous voulez avoir un barrage hydroélectrique, il vous faut de l'eau. Et donc, en fait, on voit très bien qu'il y a des bascules actuellement. Et il y a des bascules dans des pays qui ont tout misé sur les barrages. Je vous donne 2 exemples. Il y a un géant mondial de l'eau, c'est le Brésil. Le Brésil qui a 71% de toute son énergie qui est fournie directement par les barrages et qui, en 2021, s'est retrouvé avec des barrages à vide. Et ça, c'était impensable. Et donc, comprendre que déforester massivement l'Amazonie, c'est en fait empêcher la pompe biotique. La pompe biotique, comment vous expliquer, c'est cette forêt naturelle, en fait, quand elle évapotranspire, elle va ensuite ramener un mouvement de l'eau vers l'atmosphère qui va permettre la condensation, qui va faire chuter la pression atmosphérique et ça va attirer les vents. En attirant les vents, vous prenez la vapeur d'eau et vous allez l'amener au pays d'à côté. Et donc, en fait, vous créez des boucles qui permettent d'alimenter partout. Aujourd'hui, on voit très bien que le Brésil vit des sécheresses colossales. On a beaucoup moins d'eau qui arrive. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas que l'eau qui arrive directement de l'océan Atlantique localement, c'est que la déforestation du Congo en Afrique, et ça, c'est des études scientifiques qui ont permis la modélisation et les suivis exacts, qui nous ont montré qu'on déforeste le Congo pour faire du chocolat, en résumé. Et bien derrière, vous allez assécher les pays environnants, vous allez empêcher la quantité d'eau qui traverse la rivière atmosphérique d'arriver jusqu'au Brésil. Et quand le Brésil est alimenté, eh bien, comme il a moins d'eau, on va plus déforester, parce que du coup, on va avoir une période sèche qui est beaucoup plus longue. Donc, en fait, on peut brûler plus vite, ce qu'on ne peut pas faire quand on est dans un milieu humide. Et en fait, à ce moment-là, vous empêchez cette pompe qui amenait l'eau dans tous les pays à côté. Et on se retrouve avec actuellement des pays qui sèchent, qui n'étaient pas prêts. La Bolivie, c'est un pays qui est extrêmement humide et qui est en train de basculer actuellement et qui, jusque-là, avait tendance à donner son eau aux pays voisins et qui maintenant demande de la récupérer. Et ça se joue au tribunal de la Haye parce qu'ils veulent récupérer une eau qu'ils ont donnée depuis 100 ans. Donc, on est face à des défis qui sont absolument énormes. Donc ça, c'est un premier exemple. Et un autre exemple, je vous balade un petit peu en dehors de Lyon, du coup, c'est la Chine. En 2021, la rivière des Perles, c'est un bassin versant qui concentre tout le Made in China. C'est-à-dire que tout ce qu'on va porter comme babiole derrière, même comme vêtements Made in China, comme derrière produits électroniques, etc., tout ça, c'est fabriqué dans cette zone-là. C'est une zone qui, à la base, est extrêmement humide et qui ne manque pas d'eau. Et donc, ils ont tout misé sur des barrages. Et en fait, eh bien, cette zone en 2021 a chuté d'un coup. On s'est retrouvé avec un effondrement complet au niveau chinois derrière du fait d'avoir des barrages qui étaient vides. Mais ça veut dire que si on a un barrage qui est vide, eh bien, on n'a pas assez d'énergie. Et si on n'a pas assez d'énergie, ils ont été obligés de fermer les usines 2 à 3 jours par semaine. Et en fait, ils ont caché tout ça derrière, je ne sais pas s'il y a des gens du gouvernement chinois là, mais en tous les cas, ils ont caché tout ça derrière la crise Covid en vous faisant croire que vous alliez avoir des délais qui se rallongeaient, des coûts de matières premières qui allaient exploser à cause du Covid, alors que c'était à cause d'une sécheresse derrière. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que des géants qui avaient de l'eau jusque-là, eh bien, en fait, ont tendance à flancher. Et je crois que ça vient nous raconter quelque chose sur l'histoire du monde. C'est qu'on ne peut plus s'appuyer sur ces questions d'eau et d'énergie parce que ça marche ensemble. Et ça, il va falloir le comprendre parce que du coup, la Chine, cette année-là, elle a été chercher son gaz naturel liquéfié au Qatar. Et vous aviez les Pays-Bas qui, eux, n'avaient pas eu assez de vent dans leurs éoliennes, qui ont été aussi chercher du gaz naturel liquéfié au Qatar. Et donc, les Qataris se sont frottés les mains et ont créé un nouveau méthanier. Donc, en fait, c'est ça la logique. C'est-à-dire que si on n'a pas respecté l'eau sur nos territoires, si on n'a pas recomposé ce cycle de l'eau et si on n'essaye pas d'optimiser le fait d'éviter l'évaporation et de garder au maximum l'eau, eh bien, à la fin, on aridifie très vite, on se retrouve avec des problèmes énergétiques très forts et en fait, ça a des conséquences derrière plurielles. Voilà. Tout à l'heure, Emma, vous avez commencé à parler un peu de climat, hein, d'évaporation, de nuages, etc. C'est un sujet qu'on abordera demain, justement, un peu. Vous êtes intimement lié avec Laurent Romeshko, qui sera de France 3 et qui sera là demain pour intervenir ici sur l'Agora. Petit aparté.
Vous avez parlé un peu de géopolitique, un petit peu tout à l'heure également. Pourquoi l'eau a toujours été reléguée au second plan? Est-ce que les politiques n'écoutent pas les scientifiques comme vous? Est-ce que c'est ça le problème? Je pense qu'on était dans une forme d'ère d'abondance pour ceux qui avaient trop d'eau et dans une forme d'aridification où on s'adaptait complètement comme on pouvait en réalité dans d'autres territoires et que tout est en train de se rejouer. Et donc c'est ça qui se déroule aujourd'hui. Moi, je voudrais peut-être vous raconter quelque chose qui est peut-être plus poétique, si je peux me permettre. Un petit peu, ça nous ferait du bien. Hein, ça fait du Ouais, bien. un peu, un peu. On nous a menti à l'école. On nous a raconté 2 mensonges. Premier mensonge, on nous a raconté que le cycle de l'eau était renouvelable. Ça fait des décennies que le cycle de l'eau n'est plus renouvelable parce qu'on est en train de vider toutes les nappes souterraines planétaires bien plus rapidement que leur capacité de renouvellement. Et ça vaut partout. Si vous allez dans le Middle West américain, il faudra 2700 ans de pluie pour recomposer les nappes. Et si vous allez dans des territoires qui sont millénaires, eh bien derrière, ça va être encore pire. Et aujourd'hui, avant, on avançait à l'aveugle. Aujourd'hui, en fait, on a la NASA qui a une mission qui a été menée, qui s'appelle la mission Grace, qui a permis d'avoir un double satellite qui analysait exactement la gravité terrestre pendant 20 ans, entre 2000 et 2020. Et on s'est rendu compte que 70% de toutes les nappes du monde sont en train de s'effondrer. Et on a basé toute notre économie, toute notre richesse que là-dessus. Si on est tous habillés aujourd'hui, il vaut mieux quand même, c'est parce qu'on a eu du coton dans les plaines d'Ouzbékistan qui, derrière, ont été alimentés par le détournement des fleuves. En fait, tout ce qui construit ce que l'on a dans nos vies fait qu'on consomme 5 000 à 7 000 litres d'eau par jour, tous autant qu'on est dans nos consommations. Derrière notre assiette, 1 litre d'eau cachée, eh bien, c'est 1 kilocalorie. Et c'est 4 fois plus d'eau si on mange une viande et si elle est carnée. Alors bien sûr, entre la viande d'Aubrac et derrière l'agriculture intensive, il y a tout un monde. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que tout ça s'appuie sur l'eau. Et donc, aujourd'hui, on est dans une logique où, en fin de compte, le cycle de l'eau a changé de réservoir. Toute l'eau qui était piégée dans les milieux souterrains depuis des millions d'années se retrouve piégée en surface. La vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre sur Terre. Donc, on a à peu près, d'après la NASA, une augmentation de 10% de la vapeur d'eau au niveau terrestre. Et donc, une des grandes raisons du réchauffement climatique est liée à la manière dont on gère l'eau. On estime que la vapeur d'eau double l'effet du CO2. Et donc, elle a un effet multiplicateur derrière. Donc, on a traité la question du carbone et on ne s'est jamais posé la question de l'eau alors que les deux fonctionnent ensemble. Ça, c'est un premier mensonge. Je vous raconte juste le deuxième. C'est qu'en fait, on nous a fait croire que l'eau, elle était là, elle allait passer, qu'elle était inerte, que c'était de l'eau qui se baladait. Alors, il y a eu des grands mouvements dans la recherche derrière sur des questions, est-ce que l'eau a une mémoire, pas de mémoire, peu importe. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les années 82, en 82, il y a un chercheur qui a commencé à s'intéresser à ce qui composait la molécule d'eau et de pluie. Et en fait, faut savoir que pour fabriquer la pluie, il faut une graine. Et cette graine, en général, eh bien, dans la plupart des cas dans le monde, c'est le sel marin. Et la plupart des pluies, 80% des pluies, naissent dans les océans et meurent dans les océans. Et seulement 20% arrivent sur les continents. Et quand ces 20% arrivent sur les continents, eh bien, ils vont se renouveler à tel point que quand on le fait le bilan global, le 2/3 des pluies naissent sur les continents. Et alors, si on n'a pas de sel marin, comment est-ce que finalement on peut construire de la pluie ? Eh bien, on a découvert qu'en réalité, c'était une bactérie. Et cette bactérie a des capacités extraordinaires sur sa carapace. Elle est capable, en fait, d'attirer les molécules de glace qui vont attirer les micro-gouttelettes d'eau et qui vont fabriquer la pluie. Et sans cette bactérie, eh bien, on ne peut pas fabriquer de pluie. Et cette bactérie, c'est une bactérie pathogène des végétaux qu'on retrouve sur tous les végétaux dans le monde. Et donc, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, quand vous travaillez avec le monde végétal, en fait, vous fabriquez de potentielles pluies demain. Et on essaye même de collecter aujourd'hui cette bactérie. Il y a des gens qui imaginent pouvoir faire des champs pour finalement essayer de l'exploiter et de la faire fructifier pour permettre d'avoir des pluies. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça change tout le paradigme. C'est que jusque-là, on était persuadé que les forêts avaient besoin de pluie. Ce que l'on a complètement oublié,
c'est que non seulement les forêts, elles vont aller chercher cette eau, elles vont la pomper et elles vont créer par des jeux de pression le fait d'attirer du vent et de donner de la pluie aux voisins, mais qu'en même temps, eh bien, elles vont donner ces molécules et ces bactéries qui vont alimenter le microbiote atmosphérique. Et grâce à ça, eh bien, ce sont les forêts qui génèrent la pluie. Donc en fait, ce ne sont pas les forêts qui ont besoin de la pluie, mais c'est la pluie qui a besoin des forêts pour exister. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on est sur une déforestation massive. C'est très complexe aujourd'hui d'arriver au Brésil ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée et derrière de dire stop, on arrête tout. Pour le moment, en tous les cas, on n'y arrive pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas travailler sur cette pompe biotique mondiale, mais on peut travailler en local. On peut remettre des microforêts partout. On peut en fait recréer cet effet de succion localement et derrière essayer au moins de régénérer les pluies localement. Et donc, ce qu'on ne nous avait pas dit à l'école, c'est que ce cycle de l'eau est vivant parce qu'il est composé de bactéries. Tout comme nous-mêmes, nous sommes plus composés de bactéries que de cellules humaines. Eh bien, c'est pareil pour le microbiote atmosphérique. Donc, voilà un peu les deux messages que je voulais vous donner. C'est que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point l'action territoriale, en passant par le jardin, en passant par le territoire et en passant par le végétal, eh bien c'est la garantie derrière de la résilience de demain. Voilà. Ah justement, on va en parler. C'est passionnant ce que vous dites. Vous nous avez promis un peu de poésie. Ce n'était pas de la poésie. Hein. C'est raté en tout cas. Ah non, c'est pas vrai. Ah non. On va se recentrer maintenant sur les villes, Emma, les paysages, les collectivités. Alors, quels sont pour vous, donc justement, on a un peu abordé le sujet, là, les défis prioritaires à relever pour réintégrer l'eau au cœur des aménagements? Alors, il me semblait vous les avoir donnés, mais alors, je vais aller un peu plus loin dans la poésie parce que vraisemblablement, vous n'avez pas été assez ému. Donc un peu plus loin. Moi, je trouve que c'est beau que le cycle de l'eau soit vivant quand même. Oui, ça, c'était joli. Derrière. Ça, c'était bien. Mais au début, c'était un peu dur. Faut faire face aux réalités. Moi, je vais vous raconter peut-être autre chose parce que j'analyse, donc moi, je suis chercheur et j'analyse le cycle de l'eau à l'échelle locale et j'essaye de comprendre comment tout se modifie. Et je vais vous donner un cas concret. Il y a aujourd'hui une grande marque de luxe française qui fabrique des sacs à main avec du cuir. Et pour fabriquer du cuir, il y a besoin d'un cours d'eau pour faire une tannerie. Et donc, j'ai analysé le cycle de l'eau localement parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait une explosion du nombre de jours d'arrêté sécheresse. Et quand j'ai regardé dans les détails, eh bien, je me suis rendu compte qu'on avait toujours autant de pluie, parce que c'était en Alsace, donc une zone qui est assez protégée dans le fossé rhénan. Donc, toujours autant de pluie tout au long de l'année. On avait à peu près plutôt une bonne hygrométrie dans l'air. Donc, ce n'était pas que ça qui se jouait. Certes, on avait une augmentation des températures, mais qui était bien moindre que le pourtour méditerranéen, le pourtour atlantique. Mais par contre, j'ai découvert qu'en fin de compte, c'est la température minimale journalière qui se jouait. Et en fait, c'est le point de rosée qui était dépassé tous les matins, qui fait que les végétaux, en fait, étaient complètement assoiffés dès le matin et allaient chercher dans leur système racinaire. Et donc, comprendre ces signaux faibles, c'est comprendre que même la rosée est en train de se modifier et que, c'est peut-être pas très poétique, mais la rosée, les sacs à main sont complètement dépendants de cette rosée. Et donc, le savoir, c'est aussi comprendre qu'on va pouvoir jouer sur les couverts végétaux, sur les couverts de sol, sur les strates et sur le microbiote de ces sols-là, parce que, par contre, on peut modifier la manière dont la plante va réagir et dont elle va elle-même rafraîchir le matin pour conserver au maximum ce point de rosée. Donc voilà, simplement pour vous dire que peut-être l'avenir du monde tiendra aussi et surtout sur la rosée du matin. Ça, c'est joli, ça. On reste un peu dans le jardin, on a devant nous des auditeurs des métiers du paysage. Et comment ils pourraient faire pour changer dès demain leur projet, pour contribuer un peu à cette résilience de l'eau? Qu'est-ce que vous leur direz, vous, l'hydrologue Emma Aziza? Alors, je crois que je vous ai dit déjà pas mal de choses, c'est-à-dire essayer de freiner au maximum, essayer de limiter l'évaporation, essayer de jouer avec les effets d'ombre au maximum. On a de plus en plus de journées d'ensoleillement, on explose le nombre de jours qui dépassent les 30 degrés, les 35 degrés ou les 40. Donc en fait, ce sont ça les défis qu'on a devant nous. Et donc plus on va jouer avec l'ombre, avec le paillage, avec tous les systèmes racinaires, plus vous allez créer les jalons de votre résilience. Je crois que moi, j'ai rien à vous apprendre parce que c'est vous qui êtes les experts de votre territoire, de ce que vous allez utiliser. Mais par contre, intégrer ce cycle de l'eau et son fonctionnement à chacune des échelles et de vos parcelles, eh bien, ça peut changer largement les choses. Merci. Merci Emma pour ces éclairages. Donc on comprend bien que l'eau, c'est un petit peu la colonne vertébrale de notre résilience collective.
Alors c'est à nous, donc les acteurs du paysage, nous sommes en première ligne pour agir et être les premiers acteurs de tout cela. C'est à nous de réintégrer l'eau, comme vous l'avez dit, mais d'accepter de revoir nos sols, nos modèles urbains, nos plantations également et bien sûr nos pratiques. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à prolonger la discussion avec Emma. C'est passionnant, c'est poétique, parfois, pas toujours. En tout cas, merci pour toutes ces compétences et toutes ces histoires insolites qui nous donnent un autre regard sur l'eau. Merci Emma.